mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit Dr Cheikh Gueye. C'est un plaisir, M. Gueye, de vous recevoir encore une fois à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Bayomar, bonjour à tous les Sénégalais et les Africains qui nous écoutent. Je suis ravi encore une fois de participer à cette prestigieuse émission et je vous remercie encore de l'invitation. Oui, parce que l'actualité s'affole, vous en convenez avec moi. Cette vitre d'un véhicule d'opposants caillassé, cassé, conduit mani militari à son domicile suite à un procès opposant le leader de PASTEF Ousmane Sonko à un ministre de la République. Il s'agit de Mbaye Niang. Qu'est-ce qui se joue présentement au Sénégal? Docteur Cheikh Gueye, invité d'Objection, vous êtes secrétaire permanent du RASA, c'est le rapport alternatif sur l'Afrique. Vous êtes également responsable de la veille et prospective à l'IPAR. L'IPAR, c'est l'initiative de prospective agricole et rurale. Vous êtes un des initiateurs de mesures. Mesures, c'est la mobilisation nationale pour l'engagement citoyen, la souveraineté, l'unité et la refondation. Oui, il est question de refondation, il est question d'unifier le peuple sénégalais encore une fois. Alors, n'avez-vous pas vraiment l'impression que l'histoire se répète? Oui, je dois dire que on a effectivement l'impression d'un éternel recommencement, ce qui fait apparaître le caractère cyclique des manifestations négatives de notre démocratie, si on peut parler de démocratie encore dans ce pays. Moi, j'ai toujours considéré que nous sommes une démocratie, c'est vrai, mais c'est une vitrine dont le contenu se dégrade d'année en année et on le voit à travers ce qui se passe dans les élections avant et après les contestations au niveau des règles du jeu, mais aussi la contestation, c'est vrai, ces dernières années, il y en a moins, mais des résultats, mais aussi la difficile application de certaines mesures prises par les acteurs pour améliorer notre démocratie, mais également beaucoup de décisions qui sont prises qui représentent des contraintes supplémentaires pour les acteurs qu'ils dénoncent, etc. Et globalement, les institutions qui incarnent cette démocratie sont de plus en plus en crise et il me semble que les manifestations que tu as citées dans ton introduction sont en fait des éléments d'une crise plus profonde de notre démocratie qu'il va falloir repenser, mais également d'une crise profonde de la société sénégalaise qu'il va falloir refonder. En réalité, nous sommes dans une situation de crise qui est accentuée évidemment par la crise du Covid, qui a été un révélateur très important de ce que la société sénégalaise est en train de devenir, mais il y a d'autres éléments. Il y a la révolution numérique qui voit notre pays frappé par la découverte d'une information qui circule de manière très rapide, qui est appropriée par les citoyens, quel que soit leur type d'éducation, de manière égale. Et donc, tous ces éléments, cette révolution numérique, les difficultés économiques, les
le contexte géopolitique régional et international sont des facteurs qui ont accéléré la situation, disons, en tout cas les risques de déstabilisation que nous connaissons actuellement. L'inflammabilité du pays et également des manifestations politiques qui sont de plus en plus, disons, dévoyées et qui sont de plus en plus dans l'ordre de la révolte, notamment de la frange la plus jeune, qui s'exprime encore, mais qui s'exprime de manière différente des générations passées, et ces modes d'expression surprennent un peu l'élite, surprennent un peu les plus âgés. Et je pense que sur ça, nous devons avoir une lecture la plus lucide possible, la plus objective possible. Moi, je considère que nous sommes au bord d'un basculement. Un basculement vers quelque chose de très négatif pour notre pays, peut-être même vers des situations auxquelles nous avons toujours pensé échapper, parce que nous avons toujours dit dans notre récit national que nous étions un pays béni, un pays où il y a des saints, un pays où il y a des prières. Nous avons toujours dit que les Sénégalais sont parents tous, donc il y a certaines lignes rouges qui ne sont jamais franchies dans ce pays. Et on voit que aujourd'hui, avec tous les signaux que nous avons, que tout est possible. Maintenant, il y a aussi un basculement positif qui est possible, puisque nous pouvons également observer que les jeunes s'engagent beaucoup plus fortement qu'avant. Ils ont beaucoup plus d'exigence, ils ont beaucoup plus d'impatience. Et ça, si on le prend de manière positive, c'est une demande de changement profond. Et cette demande de changement profond est nécessaire pour que notre pays aille de l'avant. Oui. Alors, l'avènement d'acteurs nouveaux nous renvoie-t-il à une autre pratique de celle que nous avons jusqu'ici connue? Docteur Chergueï, analysons les faits au cas par cas. Ce véhicule qui a été caillassé, la vitre qui a été cassée, qui appartient à un opposant qui nous revenait d'un procès, comment d'abord, du point de vue de l'image, analysez-vous cette situation? Oui, c'est une image très dégradante par rapport à notre démocratie, notre vitrine démocratique. Puisque maintenant l'information circule tellement rapidement que dès les secondes suivantes, on a vu les radios et les télévisions internationales relayer cet acte, et également dans les réseaux sociaux. Évidemment, pour quelqu'un qui a connu la démocratie sénégalaise dans les années 70 et 80, jusque dans les années 90 même, c'est vrai, il y a eu des sautes de violence très, très importantes. Mais pas de cette nature. Mais tous les gens qui l'ont regardé ont été choqués. Ils ne pouvaient pas savoir qu'un opposant qui quitte le tribunal pour aller rentrer chez lui pouvait subir effectivement qu'on casse la vitre de son véhicule. Qu'est-ce qui peut pour le faire sortir cette nervosité, cette colère? Qu'est-ce qui pourrait justement le justifier, selon Alors, peut-être que je ne vais pas essayer de le justifier du point de vue sécuritaire, parce que je ne suis pas spécialiste. Mais il n'y a pas d'explication jusqu'ici. Pour le moment, normalement, on doit expliquer que la police ou le ministère de l'Intérieur, pour que les gens comprennent qu'est-ce qui s'est passé et qui a nécessité le fait que on aille jusqu'à cet extrême-là. Ça, c'est très important, parce que s'ils le font, normalement, théoriquement, ils le font pour notre sécurité ou en notre nom. Donc, ils nous doivent certainement des explications. Mais je pense que on a même vu plus de violence encore que ça.
dans le passé. On a vu des opposants qui ont été attachés, qui ont été envoyés en prison. On a vu des opposants qui ont été, battus. Donc, on a déjà connu ce genre de situation. Et c'est pour ça qu'on a l'impression d'un éternel recommencement. Chaque fois qu'il y a que le jeu politique se tend, la répression forte revient et cela aboutit souvent à un raidissement des positions, à une radicalisation des acteurs et miracle, à chaque fois qu'on arrive malgré tout ça au bord des élections, les choses finalement se passent bien. Oui. Maintenant, pour cette fois-ci, je ne suis pas sûr qu'on aura ce type de happy hand, puisque à chaque élection présidentielle, on voit quand même le président battu, malgré tout ce qui se passe avant. Féliciter le président qui gagne. Je pense que c'est un indicateur de santé de la démocratie qu'on ne verra pas probablement cette fois-ci, parce que la situation ou les relations entre les acteurs politiques dépassent même la tension. C'est la haine. C'est même souhaiter la mort à l'autre. Vous parlez bien de haine. Oui, je pense que c'est la haine, c'est des ressentiments profonds contre l'autre, la peur de l'autre aussi, d'un côté et de l'autre. Et je pense que tout ça sont des ingrédients qui alimentent des pratiques, des prises de parole qui sont irrationnelles. Oui, vous êtes quand même un observateur de la scène politique sénégalaise, pour ne pas dire africaine. Avez-vous l'impression qu'il y a un transfert d'état psychologique, de colère à l'endroit de nos forces de sécurité, en rapport avec justement la situation qu'on a connue? Moi, je pense que là encore, c'est pas nouveau. Je me rappelle quand on était à l'université, des policiers qui avaient le même âge que nous. On a senti une certaine nervosité quand même. Voilà. Une colère exprimée. À chaque fois, la tension politique, Est-ce que ça s'est occasionné sur la base de la chaîne de commandement qui est arrivée jusqu'à justement ces éléments de la sécurité, ces forces de l'ordre qui étaient sur le terrain? Ce transfert de colère, de nervosité est arrivé justement chez nos éléments. Omar, je pense que c'est pour ça que les autorités, les forces de sécurité et les autorités nous doivent des explications, parce que ce qu'on voit, on ne sait pas si c'est quelque chose qui a été commandé directement de l'extérieur, faites ceci, ou bien c'est un policier qui a décidé sur place de faire cet acte. Donc c'est très difficile pour moi de le commenter outre mesure. Mais je crois que tu as raison de dire que là, il y a un transfert de la tension ambiante de l'espace politique dans l'espace sécuritaire. Et non seulement dans l'espace sécuritaire public, mais aussi dans l'espace sécuritaire privé. Ne l'oublions pas, tous les acteurs politiques ont défini leur propre sécurité privée désormais. Parce que personne ne fait plus confiance à la sécurité publique. Et ça, c'est un drame, parce que les forces publiques sont là pour nous protéger tous en tant que nation, en tant que société, et les acteurs politiques font partie de cette société. Il me semble que sous ce rapport-là, nous devons là aussi nous arrêter sur les questions sécuritaires, c'est-à-dire la politique et la sécurité, la politique et la justice. C'est dans ces même la religion. Et dans ces interactions, arriver, voilà, dans ces interrelations que nous avons actuellement le plus de difficultés. Oui, de dessiner justement la chaîne jusqu'où s'arrête chaque corps par rapport à l'autre, pour que l'on puisse comprendre en démocratie et en république comment fonctionne l'État. Exactement, et qu'on comprenne que l'État est là pour tout le monde. L'alter ego. Que l'État
est en fait une représentation qui intègre des nawlés, c'est-à-dire des gens qui sont d'égale dignité et qui se respectent mutuellement. J'ai l'impression que le respect entre acteurs politiques est aussi en très grande difficulté dans notre pays. J'ai l'impression que personne, kenn nawatul sa morom. Pourtant, dans le passé, c'était quand même la force des acteurs politiques sénégalais. Qui se respectaient. Ils se respectaient. Malgré toutes leurs oppositions, à un moment donné, on a du respect par rapport à l'autre, et que même si les tensions superficielles ou visibles s'expriment par les radios, les médias, etc., au moment où on doit être dans une sorte de basculement vers le drame, tout le monde s'arrête. Attention, c'est quand même le Sénégal, c'est quand même mon parent, c'est quand même le parent de tel qui est mon parent. Donc, c'est cet aspect-là qui ne joue plus. Alors que on sait que c'est quand même le fondement de notre nation. C'est les relations interparentales, la pluralité, l'éthique de la pluralité, et aussi la pluralité conjuguée à l'unité. Ça, c'était l'unité dans la diversité. Dans la diversité. Oui, qui conclut à l'humanisme. Exactement. Oui. Considérer l'autre comme son nawlé. Considérer l'autre qu'on est même si on n'est pas parents, on est quand même dans la même confrérie religieuse. On est dans la même humanité sénégalaise. On est dans la même solidarité sénégalaise. Il faut voir les Sénégalais à l'extérieur. Oui. Tout le monde leur reproche de développer un instinct grégaire, d'être toujours ensemble, de faire leur tchèp, de faire leur mafé. Donc ça c'est très sénégalais. Oui. Et j'ai l'impression que dans la classe politique, dans l'espace politique, cet aspect-là est en train de se perdre. Et j'ai l'impression que la tension est aussi alimentée par ça. Alimentée justement par des soucis d'unité, de cohésion qui commencent justement à s'absenter de plus en plus. Mais cher Kay, parlons maintenant toujours dans la dynamique de ces faits, ces arrestations tout azimut. Cela aussi ne pose-t-il pas problème en démocratie? On est même allé jusqu'à couper un signal de télévision, pour ne pas parler de la coupure du signal de Walf TV. Oui, toujours les mêmes faits. Nous qui avons observé depuis 30 ans la succession des élections au Sénégal, pour nous, rien de nouveau. C'est-à-dire, à chaque fois que la situation se tend, les radios sont fermées ou attaquées, des gens sont arrêtés, des journaux sont fermés. Donc ça ce sont des éléments qui reviennent à chaque cycle d'élection. Pour moi, cela montre que nous reculons. Et on le voit à travers les classements sur la démocratie en Afrique, etc. Personne n'osait classer un autre pays africain avant le Sénégal. Aujourd'hui, on est content. En matière de liberté d'expression. Aujourd'hui, on est content d'être 9e ou 10e, voire même plus. C'est ça qui est grave. Alors qu'on aurait dû être encore à l'avant-garde. Le Sénégal a toujours été à l'avant-garde par rapport à ces questions. Au moment où nous étions dans un système où le système démocratique s'ouvrait avec le multipartisme, etc., les autres pays étaient dans le monopartisme. Et on donnait le Sénégal comme exemple. La libération de la presse, on était aussi des pionniers. Et donc, sur tous ces aspects, nous avons reculé. Et l'autre élément qui me paraît important dans l'analyse, c'est le hiatus qui s'est accentué entre les élites et les autres, et le bas peuple. On a l'impression que les gens... Il y a une cassure, selon vous? Il y a une cassure entre les élites et la masse. À partir de quel moment l'avez-vous senti? Bon, d'abord, on peut le faire remonter depuis les ajustements structurels, au moment où l'État lâche
en privatisant, il y a plus de soutien. Il y a la disparition du middle class, des encadrements que l'État financier avec des sociétés, etc. Et puis l'émergence d'une classe moyenne, effectivement, qui s'enrichit, mais dernièrement, depuis une quinzaine d'années, qui s'est beaucoup appauvri aussi, rejoignant les pauvres qui représentent la majorité de ce pays. Et surtout pour les jeunes. Un chiffre m'a fait beaucoup peur ces dernières années. C'est entre 37 et 40% des jeunes sénégalais sont sans formation, sans emploi. De quelle source? Du rapport national du développement humain de 2021. C'est très grave parce que, oui, on voit pourquoi les stades sont pleins lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Que les jeunes se tournent vers les jeux de hasard. Que les jeunes se tournent, même s'ils ne sont pas des bandits, vers les agressions. Les agressions dans n'importe quelle rue de Dakar, c'est possible aujourd'hui. On voit comment les gens se barricadent. On barricade maintenant les rues. On met de l'électricité sur les clôtures des maisons. Tout ça sont des indicateurs d'une dégradation de la situation économique et sociale générale. Et cette colère des jeunes, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, même les jeunes qui insultent, qui sont dans l'injure, etc., c'est très, très, très grave. Mais ça révèle l'échec de notre système éducatif qui n'éduque plus, justement. Qui enseigne, mais qui, en même temps, ne fait que produire des chômeurs. Donc, il y a une crise de sens et aussi une crise de sens en termes d'orientation. C'est cela qui est aujourd'hui le principal ingrédient de la crise que nous connaissons. Et c'est ce qui s'exprime à travers certaines pratiques qu'on attribue aux hommes politiques, mais je pense que c'est beaucoup plus profond que cela. Beaucoup plus profond, pour ne pas dire multiforme, vous l'avez expliqué, esquissé, mais cher Gueye, parlez-nous un peu de ces nombreuses arrestations également. Pour l'essentiel, nous proviennent d'un parti dénommé PASTEF, qui est un parti d'opposition. Et est-on arrivé justement à un moment où il est difficile de s'opposer présentement au Sénégal? Je pense que ça s'est effectivement aggravé depuis Tout le monde quelques mois. Sur cette question, mais il y a quand même nécessité justement d'analyser ce phénomène. Je suis moi-même ému par le nombre d'arrestations, leur caractère c'est aussi systématique. Une certaine violence. Leur caractère systématique, mais aussi le caractère systématique de l'emprisonnement. Parce que l'arrestation, pour écouter quelqu'un par rapport à une manifestation, c'est pas nouveau. Mais le fait d'arrêter et d'emprisonner, tout... Et même de renforcer les charges au dernier moment. Voyez-vous, nous avons, sous ce rapport-là, un problème beaucoup plus profond. Parce qu'il n'est pas normal que notre justice puisse générer de l'injustice. Et ceci est la cause de la crise de perception que les gens ont par rapport à la justice. On nous dit tout le temps que non, les manifestations ne sont que très peu interdites. On entend souvent cet argument. Mais on oublie que ce sont les manifestations politiques que les gens regardent. Donc si on en interdit 2 ou 3 dans l'année, c'est déjà trop. Et c'est ça qui aussi génère la violence. Parce que d'abord, c'est une violence symbolique. C'est une violence judiciaire. Et c'est ça qui génère la violence verbale et de la violence physique. Moi, je considère que sur toutes ces questions, nous devons nous asseoir de nouveau pour définir de nouvelles bases. Parce que on entre dans une chambre très sombre. Et j'ai l'impression que on n'en sortira pas de sitôt.
et si ça dure, ça peut générer des réponses regrettables comme celles qu'on connaît dans d'autres pays. Dès qu'il y a une confusion, dès qu'il y a des choses pas trop claires, des forces plus organisées peuvent, disons, prendre le pouvoir, que ce soit au propre comme au figuré. Et ça, ce serait très très regrettable pour notre pays. Et notre pays, son histoire, ces acteurs dans l'histoire, comme ces acteurs plus récents, ne le méritent pas. Ne le méritent pas. L'alerte est lancée. L'alerte nous provient de notre invité, Cheikh Gueye, secrétaire permanent du RASA. C'est le rapport alternatif sur l'Afrique. Mais vous êtes un des initiateurs de mesures. Mesures, c'est la mobilisation nationale pour l'engagement citoyen, la souveraineté, l'unité et la refondation. Interrogation sur les sources de cette tension politique. Oui, un coup d'œil sur le contenu du discours politique, du discours social, du discours religieux. Pour retenir quoi, finalement? Bon, pour retenir que notre pays est vraiment menacé, cette fois-ci plus que jamais, par des soubresauts inédits. Et tout le monde le voit, et certains même l'avaient prévu. Après le Covid-19, ces impacts sociaux, économiques, la guerre en Ukraine, l'inflation mondiale qui a un impact très important sur le niveau de vie, tous ces éléments, ce sont des choses qui rendent la situation sociale inflammable. Mais il s'y ajoute les problèmes politiques, les problèmes de justice. Tous ces problèmes se conjuguent pour générer justement cette tension inédite dont je parlais. Nous sommes regroupés dans un groupe WhatsApp depuis quelques années, plus de 200 personnes, etc. On discute des problèmes du pays. Un think tank. Le RASA. Le RASA. Voilà. Le rapport alternatif sur l'Afrique. Son groupe Sénégal, qui compte d'anciens recteurs, des entrepreneurs, des très gens riches sur le plan très riches sur le plan intellectuel. Et on s'est dit, après le Covid, on n'a plus le droit de discuter juste entre nous. Il faut être beaucoup plus utile pour notre pays. Nous avons d'abord produit un livre qui s'appelle Sénégal post-Covid-19, souveraineté et rupture. Ça annonçait déjà le fait qu'on ne doit plus repartir vers la normalité négative que nous observons tous, mais qu'on doit penser à prendre un nouvel élan. Le Covid révélait toutes nos dépendances, nos anciennes dépendances comme nos récentes dépendances. Le Covid montrait également qu'avec la cohésion sociale, on peut lutter valablement contre une épidémie comme pandémie. Voilà. Mais il révélait également que les hommes politiques sénégalais étaient capables de dépassement. Voyez-vous, le président a reçu même l'opposition la plus radicale. Donc, c'est possible. Et à la suite de cela, nous avons quand même vu, lors des élections locales, lors des élections législatives, évidemment, depuis quelques années, tous les conflits qui s'aggravent entre les acteurs politiques. Et on s'est dit, on ne peut plus nous taire. On ne peut plus regarder faire. Il faut que nous apprenions à redonner aux citoyens la voie primordiale. Oui, quand vous dites vous, c'est un autre acteur de la société. Il s'agit là de la société civile qui se mobilise, qui se lève et qui reste debout pour apporter son rôle dans la construction de la République, dans la construction démocratique. Vous nous revenez d'ailleurs du lancement de mesures. Mesures, c'est la mobilisation nationale pour l'engagement citoyen, la souveraineté, l'unité et la refondation. Le lancement a été fait. Aujourd'hui,
que compte faire Mesure, parce qu'on avait connu aussi les assises nationales. Est-ce la même chose ou est-ce qu'une autre initiative, dans quelle direction, dans un contexte pareil? Mesure veut s'appuyer d'abord sur toutes les réflexions qui ont été menées antérieurement aux assises nationales, par la CNRI, par les forats de la refondation que nous avions organisés il y a quelques années, mais aussi nous voulons nous baser sur les productions intellectuelles des universités, des think tanks, mais aussi des comités scientifiques, des confréries, des associations islamiques. Toutes ces réflexions qui cherchent à améliorer notre pays du point de vue culturel, du point de vue religieux, du point de vue social, du point de vue politique. Mais pourquoi et à quelle fin? Parce que nous sommes dans une crise généralisée. Ça fait de longues années qu'on sait que il faut renégocier notre pacte social, notre projet de société. Il y a beaucoup de Sénégalais qui n'ont même jamais été d'accord avec notre constitution, avec le code de la famille, avec le système éducatif, on n'a même pas les mêmes notions par rapport à la définition de la République, des droits humains, de la laïcité. Oui. Toutes ces questions, ce sont des questions dont les débats ont toujours été inachevés. Et ce que ça produit, c'est des frustrations. Ce sont des désaccords profonds. Et pour nous, c'est aussi ça l'origine du problème actuel qui s'exprime dans l'espace politique. C'est qu'il n'y a pas de base fondamentale d'accord dans notre pays. Alors, sur les valeurs qui doivent fonder le pays. Et c'est ouvert sur les institutions qui doivent faire fonctionner le pays. Et sur les politiques par lesquelles on doit faire progresser ce pays. Il n'y a d'accord sur rien. Et c'est pour ça que, fondamentalement, on ne parle même plus d'idées fédératrices ou de réflexions qui ont un sens général. Donc, on ne parle que de choses très superficielles. C'est cela que l'initiative Mesure cherche à corriger, en redonnant la parole aux citoyens. Oui, c'est ouvert à tous les citoyens. Donc tous les citoyens sénégalais les chapelles politiques sont aujourd'hui invités, même ceux du parti au pouvoir ou comme de l'opposition, partout. C'est complètement transpartisan, c'est complètement citoyen et c'est complètement national. Donc tous ceux qui se revendiquent leur sénégalité, nous les appelons à venir contribuer. J'ai oublié également de citer même les dialogues nationaux qui ont été initiés par le président de la République, auxquels beaucoup d'entre nous ont contribué, ont participé dans des commissions, etc. Donc toutes ces réflexions sont encore là. Beaucoup d'entre ces réflexions sont actuelles et sont salvatrices pour le pays. Mais le timing? Justement, on ne veut pas être pris par le temps. Ce qu'on veut, c'est que les réflexions que nous menons, les résultats auxquels nous aboutissons, ne soient pris en compte par les hommes politiques dans les projets qu'ils vont nous proposer. Et que nous soyons les vigies et les veilleurs par rapport aux engagements qu'ils vont prendre. Vous me direz qu'il y a déjà eu des engagements qui ont été pris, qui n'ont pas été respectés. Ça va être le défi le plus important de Mesure, le défi de l'effectivité. Là, vous pensez aux assises nationales déjà. Comme nous avons tout a été fait, voilà, dans l'application, rien. Et c'est pour ça que la plus-value que nous voulons apporter, c'est une réflexion sur comment faire pour que le suivi, pour que l'effectivité soit désormais la règle, qu'on ne puisse plus ne pas respecter les engagements qui sont pris avec la garantie des citoyens. Ça, c'est ce que nous voulons apporter comme plus-value. Mais quels moyens auriez-vous? Les moyens que les citoyens ont. D'abord, nous allons faire le tour du pays. Nous allons solliciter la voix des citoyens par des mécanismes
qui ont déjà été utilisés par les assises, par la CNRI. Les souscriptions volontaires. Les souscriptions volontaires, s'il s'agit de moyens financiers, comme vous me demandez, mais aujourd'hui, il y a des moyens techniques, il y a des moyens de communication qui permettent de ne plus dépenser autant d'argent qu'on l'a fait dans le passé. Et dans tous les cas, l'engagement, rien ne vaut l'engagement des jeunes, l'engagement des femmes, l'engagement des citoyens et des Sénégalais en général, d'ici et de la diaspora. Oui, on a parlé justement de moyens matériels, financiers, mais quels moyens pour contraindre justement à ce qu'on respecte ces recommandations? Quels moyens disposez-vous? Nous sommes un certain nombre d'organisations et nous serons un certain nombre de personnalités, un certain nombre de citoyens. Nous voulons, à travers cette mobilisation citoyenne, constituer cette force de proposition, mais aussi une force de contrôle, une force de veille. Avec vous, nous saluons le fait que quand on vous a rencontré, comme on a rencontré RFM, comme on a rencontré ITV, on a commencé par ça, parce qu'on considère que tous les confrères, toutes les rédactions, et nous allons continuer. Mais les médias sont des acteurs incontournables de veille et de contrôle, d'évaluation des décisions ou des engagements des hommes politiques quand le processus sera fini. Ça va être notre contribution transpartisane dans l'espace politique et les tensions que nous vivons, ces tensions nous menant vers le bas, c'est-à-dire les invectives, les injures, alors que ça doit nous mener vers le haut, c'est-à-dire la réflexion sur le meilleur projet pour notre pays. Et c'est cette respiration que nous voulons apporter. Oui. Cher Guy, l'avènement de telles initiatives dénoterait quoi? La faillite de nos institutions? La faillite de nos institutions, effectivement, nous n'avons plus beaucoup d'espace de réflexion de haut niveau, stratégique, prospective sur le devenir du Sénégal. Nous avons des projets et des programmes dont la plupart sont beaucoup influencés par les bailleurs de fonds qui veulent nous insérer dans le système international, alors que nos pays ne pourront jamais compétir dans ce système international avec les mêmes chances de réussite. Il y a tout un système qui est déjà complètement corrompu. Donc, si on veut changer la donne, on doit revenir vers nous-mêmes et avoir une réflexion intrinsèque sur la souveraineté, sur l'unité de notre pays, la cohésion sociale et surtout comment faire pour refonder notre pays sur les bases qui nous sont propres. Ce type de réflexion, on ne l'a pas vraiment dans les espaces de décision. On ne l'a pas assez dans l'espace politique. Pas en tout cas de manière aussi sincère et de manière aussi ouverte qu'il le devrait. Donc c'est pour ça que nous voulons apporter cette contribution-là en mobilisant des sachants, en mobilisant les citoyens, en mobilisant les acteurs culturels, parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons un problème de sens de notre vie, de sens de notre destin, de sens de c'est quoi être sénégalais, c'est quoi être africain, quelle est l'orientation que nous voulons donner à nos vies. Sur cela, nous n'avons aucune maîtrise en termes de réflexion, en termes conceptuels. Et c'est pour ça que nous sommes en panne pour toutes les autres réflexions. Même quand on parle de souveraineté alimentaire, on se rend compte que pour réussir cette souveraineté alimentaire, il faut s'appuyer sur ce que nous produisons, ce qui est important pour nous. Et on voit que les réflexions ne sont pas vraiment tournées vers ces questions. Alors, oui, à la quête de sens, diriez-vous. À la quête de sens nous renvoie au rôle et à la place que devrait jouer le religieux dans une période de crise comme celle que nous connaissons.
Oui, aujourd'hui, où en sommes-nous avec ce rôle, avec cette place du religieux en période de crise? Vous êtes membre du CUDIS, c'est le Cercle unitaire de l'islam au Sénégal. Quelle réponse, M. Gueye? Je considère que la place des religieux est restée la même. Les religieux ont toujours joué un rôle d'abord de guide, ensuite de défense de l'intérêt général, mais aussi de régulation, notamment en temps de conflit. L'exemple de mars 2021 montre que ce rôle est encore joué par les religieux. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Oui, vous étiez au cœur. Mais j'étais au cœur des négociations qui ont abouti à la prise de parole par les représentants des khalifes généraux à la grande mosquée, une adresse à la nation. Nous sommes également allés voir le président de la République pour discuter en profondeur de l'avenir du pays et de la gravité de la situation de l'époque. Nous sommes allés voir Ousmane Sonko chez lui pour également échanger avec lui sur la manière de prévenir le type de crise que nous avons connue en mars 2021. Ce qui montre que même eux étaient non seulement surpris, mais aussi mécontents et insatisfaits de ce qui s'était passé. Nous avions rencontré le M2D à l'époque pour leur demander, et ils l'avaient accepté, de ne pas continuer les manifestations qui étaient organisées de manière perlée. Donc il y avait quand même un appel à la responsabilité des acteurs politiques qui avaient été entendus. Est-elle spécifique cette crise par rapport au contexte de maintenant? Cette crise, elle est spécifique parce que effectivement, nous avons... Au point que ni les religieux, encore moins les acteurs politiques ou économiques, ne peuvent pas grand chose, du moins au regard de la manière avec laquelle cette crise s'impose à nous. Il y a une combinaison d'ingrédients et aussi, j'ai l'impression, et ça je le dénonce, c'est une vraie volonté de confrontation. Avant, on avait l'impression que les gens faisaient du bluff et que quand on intervenait, les gens s'arrêtaient. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression que tout le monde veut qu'il y ait une confrontation d'abord. Quand vous dites tout le monde, vous pensez à qui? Aux acteurs directs, aux acteurs qui veulent chacun montrer sa force, faire peur à l'autre, montrer à l'autre que je suis plus fort que toi. Ça, c'est aujourd'hui peut-être la spécificité, la différence par rapport aux situations d'avant, antérieures. Et c'est pour ça que c'est très difficile que la voix des religieux soit audible. Parce que les religieux parlent. Ils parlent à chaque occasion. C'était le cas de Rajab cette semaine, l'appel des Layènes. Ça va être sur paix et développement. Donc on est au cœur des débats sur la paix, la stabilité dans un contexte de crise. Mais crise spécifique. Est-ce qu'ils sont écoutés? S'ils sont écoutés, est-ce qu'ils sont entendus? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les acteurs politiques d'aujourd'hui n'entendent plus? Les linguistes le disent, entre le locuteur et le récepteur, il y a un code. Si le code n'est pas du tout entendu, c'est parce qu'il y a un problème de contenu ou quelle est la vraie problématique? Je pense qu'il y a aujourd'hui une crise que même les acteurs politiques ne maîtrisent pas. C'est-à-dire que chacun essaie de trouver son épingle du jeu dans un contexte où ce ne sont plus eux qui maîtrisent les choses. Ce sont les jeunes révoltés. C'est eux qui déterminent le cours des choses. Et chacun essaie de saisir en fait la manière par laquelle on peut saisir cette révolte et en faire quelque chose. Mais je pense qu'on ne change pas un pays dans la révolte. En tout cas, même s'il y a une révolte, il faut qu'elle soit organisée. Il faut qu'elle soit maîtrisée. Il ne faut pas qu'elle serve à casser le pays pour le reconstruire. Moi, je n'ai jamais cru au grand soir où on arrive avec
donc les solutions à tout. L'ère des messies aussi, c'est fini. Le pouvoir soit dans la rue et que n'importe qui peut le prendre. Oui. C'est ça qu'il faut absolument éviter pour notre pays. Et cela pose moins des problèmes de sécurité que des problèmes de générosité. C'est-à-dire comment chacun accepte les arguments de l'autre et qu'on accepte de se mettre en face de lui ou autour d'une table pour discuter de l'avenir du pays. Toutes les guerres du monde finissent autour d'une table. Cher Gueye, oui, le legs du président sénégalais qui avait en charge durant une année, parce que c'est de manière rotative, la présidence de l'Union africaine. Oui, assistons-nous à deux types de présidents. Sur le plan international, capables de parler, de se faire entendre, et difficile au plan interne, oui, de gérer. Quelle est l'analyse à faire par rapport à un homme face à deux situations? Oui, j'ai l'impression qu'il y a les deux faces d'une même pièce. De la même chez le président de la République, effectivement, nous sommes assez satisfaits de l'entendre depuis quelques années épouser le discours qu'aiment entendre les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire d'un nouvel ordre mondial, même si on peut voir quel contenu on met dans ce nouvel ordre, d'être dans la revendication au niveau des cercles internationaux pour que ce nouvel ordre prenne beaucoup plus en compte les intérêts de l'Afrique. Tout ça, c'est positif. Mais par contre, ce qu'on aurait aimé entendre si on fait le bilan du président de la République, c'est de dire comment nous, en interne, dans notre propre organisation, dans notre propre pays, on fait pour nous libérer. Qu'on ne demande pas aux dominateurs de nous libérer, mais qu'on définisse des stratégies pour nous libérer nous-mêmes. Je pense que globalement, c'était une présidence qui a permis de faire bouger des lignes, notamment sur la participation de l'Afrique au G20, sur notre implication dans la guerre russo-ukrainienne, où nous avons vraiment exprimé une sorte d'indépendance par rapport de la voix de l'Afrique, sur la réforme des Nations Unies, mais également des éléments sur comment consolider l'Union africaine, comment consolider certains projets de l'Union africaine. On a eu beaucoup de sommets qui d'ailleurs ont été tenus à Dakar. Donc, tout ça, ce sont des éléments positifs. Mais effectivement, le même esprit pourrait être attendu à l'intérieur du pays. Pour avoir moins un président de la République qui est chef d'un parti, qui se bat pour la victoire de son parti avec tous les moyens, c'est quelque chose qui est un peu paradoxal par rapport à la première position. Je pense que tout le monde l'a observé et lui-même doit le ressentir comme une sorte d'aller-retour entre vraiment des choses qu'on sent qu'il aime faire, c'est-à-dire défendre l'Afrique, défendre les positions des pays africains, etc. Et des choses qui le rabaissent risque de ternir. Qui risque certainement, qui ternissent son image. Ça aussi, n'importe quel observateur peut le voir. Le président de la République, le président Macky Sall et l'élite sénégalaise. Sous Senghor, on avait vu, oui, pour le moins, l'implication des élites sur le plan de la discussion, des débats. Avec Diouf, oui, on se souvient des intellectuels comme le cercle du Parti socialiste, et il y a l'école du parti et tout. Alors, sous Wade, on a vu les débats au plan africain entre NEPAD et justement l'incarnation de la renaissance africaine qui était en débat. Sous Macky Sall, quelle analyse en faites-vous? Est-ce que l'élite est à sa place, joue son rôle et est même impliquée dans bien des projets qu'initie le président Macky Sall à l'heure du bilan? Que retenir? Je prends comme repère le Covid-19 là aussi.
durant le Covid, je n'ai jamais autant ressenti l'implication des intellectuels et des universitaires dans la gestion de la crise. Il y avait eu des groupes de réflexion, ils étaient impliqués dans la définition des stratégies de résilience, ils étaient impliqués dans les stratégies de prévention, etc. On voit que depuis la fin du Covid, tout ça est retombé à l'eau. Bon, si on essaie de comparer les profils des présidents que vous venez de citer, c'est aussi un peu facile à expliquer. Senghor, c'était quand même l'intellectuel de la négritude, l'académicien, donc le discursif, les débats. Effectivement, les Sénégalais étaient même dans l'image populaire un peu partout en Afrique, les beaux parleurs, les gens qui savaient faire des discours. Du grand festival. Voilà, et c'était et ça correspondait également à notre culture d'éloquence, de dialogue, etc. Du temps de Diouf, on a plutôt eu un président plutôt administrateur, donc qui est sorti de l'Informe, qui a comme tâche de construire ou de consolider un État, de garder les équilibres macroéconomiques, etc. Le président Wade, c'est plutôt le président rêveur, qui a toujours des grands projets, qui était aussi un universitaire, économiste, juriste, etc. Donc, qui était dans le débat depuis sa toute petite enfance. Et donc, ça, c'est possible. Le président Macky Sall, même depuis les années 2000, je pense que c'est l'homme du concret, l'ingénieur, celui qui essaie de réaliser des projets concrets, des grandes infrastructures, des choses comme ça. Si on peut les comparer comme ça, comparer de manière très superficielle, il faut le dire, on peut avoir cette analyse-là. Mais globalement, il doit y avoir un fil conducteur qui permet de maintenir le Sénégal dans la stabilité et la paix. Moi, j'ai tendance à dire que le premier parti au Sénégal, ce n'est pas le parti au pouvoir, ce n'est pas un parti de l'opposition, c'est le parti de la paix. Les Sénégalais aiment fondamentalement et profondément la paix. Donc, tout discours politique, toute politique économique doit contribuer à consolider et à renforcer la paix. Mais le deuxième parti, c'est le parti du bagne notel, c'est-à-dire le fait que les gens n'aiment pas qu'on opprime quelqu'un. Le combat contre l'injustice. L'injustice. Ça, on le voit, les Sénégalais n'aiment pas ça. D'ailleurs, on a élu le président Abdoulaye Wade sur l'injustice, on a élu le président Macky Sall sur l'injustice. Donc, ce sont des éléments d'analyse qui me semblent doivent éclairer toute stratégie politique de conservation du pouvoir comme de conquête du pouvoir. Mais toutes ces réflexions, je n'ai pas l'impression qu'elles existent dans même les camps politiques. On a tendance à regarder l'autre comme l'ennemi, à voir comment diminuer sa force, comment l'écraser, etc. Le débat politique se réduit à cela, et nous voulons justement nous rappeler que le pays ne se réduit pas au débat politique. Le pays, ce sont les gens, les citoyens ordinaires qui le font fonctionner au jour le jour, les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les acteurs culturels. Ce sont eux qui font fonctionner le pays. Donc, les écouter, prendre en compte leurs intérêts et écouter leur vision profonde de la vie et du sens qu'ils donnent à la vie collective, c'est cela que doit faire l'acteur politique. Et pour moi, les acteurs politiques ne le font pas assez. Même ceux qui ont essayé il y a
3, 4 ans, 5 ans, en sortant des livres. On voit, les livres commencent à sortir, les livres projets, programmes, etc. Mais c'est tout le temps tourné vers l'économique, comme si nous sommes des Sénégalais économicus, c'est-à-dire qu'on ne parle que de ce que nous produisons, ce que nous gagnons, ce que nous mangeons. Alors qu'avant de manger, avant de produire, nous devons d'abord savoir qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, où est-ce que nous voulons aller dans le monde que nous vivons, à l'intérieur du pays, mais aussi ce que nous voulons partager comme valeur universelle avec le reste du monde. Oui. C'est sur ces questions-là que nous attendons beaucoup les acteurs politiques. En tout cas, que nous, au niveau de mesure, on essaie de pousser pour que ces éléments-là entrent en ligne de compte et même dominent et emplissent l'espace public. Signe d'alerte, continuer à alerter, comme le disait le père Kéba Mbaye, il le disait lors de sa leçon inaugurale à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, éviter de dire et pourtant, Père Kéba nous l'avait dit. Oui. Vous avez terminé en insistant sur la paix, pas en tant que mot, mais en tant que culture. Et Houphouët-Boigny disait que la paix est un comportement. Mais l'essentiel, c'est que la lutte des contraires est source de progrès. Que 1000 écoles rivalisent et que 100 fleurs s'épanouissent. Merci encore, cher Gueye. Merci Bayoumar, merci de m'avoir invité. Et vivement la mobilisation autour de notre initiative Mesure pour que nous puissions vraiment impacter sur l'espace public et contribuer à ce que la situation ou les tendances négatives d'aujourd'hui s'inversent. C'est le souhait que je formule aujourd'hui. Ça a été le souhait qui reste le mot de la fin. Et merci encore, mesdames et messieurs. C'en est tout. Merci de nous avoir suivis. Il a été notre invité, docteur Cheikh Gueye, géographe, mais secrétaire permanent du RASA, c'est le rapport alternatif sur l'Afrique. Cheikh Gueye, responsable de la veille et prospective de l'IPAR, entendez, initiative de prospective agricole et rurale. Oui, vous avez terminé en nous parlant de mesures, mobilisation nationale pour l'engagement citoyen, la souveraineté, l'unité et la refondation. On reviendra certainement sur l'évolution, les actes posés et le travail qui sera fait sur l'ensemble du territoire sénégalais autour de cette initiative qui est Mesure. Tous nos encouragements et bonne réussite pour une telle opération, une telle initiative dans un contexte difficile, celui que nous connaissons présentement, et nous gardons l'espoir parce qu'ainsi est défini le Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Un grand bravo à l'équipe technique, à la tête Aline Badra Sossé, et aujourd'hui avec la présence de Cheikh Oumar. Gardez l'écoute. Dans une poignée de secondes, place à Maodo Faye, son invité. Excellente suite et bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé